Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal qui vous est présenté par Nassala Medjadel. Nassala, bonsoir. Bonsoir Nessima, bonsoir à tous. L'Algérie et la Tunisie commémorent demain samedi le 67e anniversaire du massacre de Sariyed Sidi Youssef, un village tunisien sauvagement bombardé par l'armée coloniale française pour avoir servi de base aux Algériens en lutte contre l'occupation. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui co-présidera à l'occasion demain à El Kef, en Tunisie, avec son homologue tunisien Kamel Madouri, la cérémonie de commémoration de ce massacre. Et cette occasion constituera une opportunité pour rappeler les sacrifices et l'histoire de la lutte commune des peuples algériens et tunisiens contre l'occupation française pour le recouvrement de la liberté et de la dignité. Le général d'armée Saïd Chengriha relève le soutien de l'Inde à l'Algérie durant la guerre de libération. Il qualifie l'Inde de modèle de renaissance et de développement. Il met en avant l'histoire commune des deux pays, notamment en termes de position de principe au sein des non-alignés. L'Algérie est profondément préoccupée par la reprise du conflit dans l'est de la République du Congo, la RDC, et appelle à la retenue et à la désescalade dans la perspective de permettre la reprise du dialogue. Nous parlons du Sahara occidental. L'ONG danoise Global Action, basée à Copenhague, solidaire de la cause sahraoui, a été attaquée par les services du Marsem. Le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national annonce des nouveautés pour 2025, une révision globale du cadre législatif et réglementaire de la pratique commerciale en promulguant notamment de nouvelles lois. Merci de vous joindre à nous. L'Algérie et la Tunisie commémorent donc demain samedi le massacre perpétré le 8 février 1958 par l'aviation française du village tunisien de Sariyed Sidi Youssef, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ce massacre constitue un autre exemple de la barbarie du colonialisme français et de ses expéditions punitives contre tous les appuis de l'ALN dans son combat contre l'occupation. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui co-présidera demain samedi à l'occasion, à El Kef, en Tunisie, avec son homologue tunisien Kamel Madouri, la cérémonie de commémoration de ce massacre. Cette occasion constituera une opportunité pour rappeler les sacrifices et l'histoire de la lutte commune des peuples algériens et tunisiens contre l'occupation française pour le recouvrement de la liberté et de la dignité, indique un communiqué des services du Premier ministre. Les deux parties procéderont également à l'occasion à l'examen des moyens à même de renforcer la coopération bilatérale, conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays, le président Abdelmajid Tebboune et son homologue Kais Saïd, visant à établir un partenariat stratégique efficace entre les deux pays. Le Premier ministre sera accompagné lors de cette visite par le ministre de l'Intérieur Brahim Brad, du ministre des Moudjahidines et des Ayants droit Al Biga, du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Et le massacre de Sariyed Sidi Youssef, nous y reviendrons dans un petit instant. Le temps de vous dire que le ministre de la Communication, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, a été reçu aujourd'hui à Accra par le président de la République du Ghana, auquel il a remis une lettre écrite du président de la République Abdelmajid Tebboune. Mohamed Mziane, et dans le cadre de sa visite officielle, a transmis les salutations fraternelles adressées par le président Tebboune à son homologue ghanéen. Il a rappelé les valeurs africaines qui unissent historiquement les deux pays et les liens de fraternité, de solidarité et de coopération. Le ministre de la Communication lui a également assuré de la détermination du président algérien Abdelmajid Tebboune à renforcer les relations bilatérales. Le président, de son côté, le président John Dramani Mahama a salué la visite de l'envoyé spécial dans son pays. L'audience a été l'occasion de souligner la nécessité d'intensifier les consultations et la coordination, ainsi que la nécessité d'unifier les visions sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, qualifie l'Inde de modèle de renaissance et de développement. Il l'a souligné dans une allocution prononcée à l'occasion de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays. On l'écoute. L'Algérie considère l'Inde comme un modèle de renaissance et de développement en matière de sciences et de technologie dans plusieurs domaines. Ceci ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays et permet de renforcer leurs relations, notamment dans le domaine militaire. Je saisis cette occasion pour rappeler l'histoire commune qui lie les deux pays et surtout leur position constante concernant le traité de Bandung du mouvement des pays non alignés. Saïd Chengriha n'a pas manqué de relever le soutien de l'Inde à l'Algérie durant la guerre de libération.
L'Algérie et l'Inde font partie intégrante de l'Afrique et de l'Asie. Les deux pays ont toujours adopté des politiques communes concernant la lutte contre le colonialisme. L'Inde a été un des premiers pays à avoir soutenu l'Algérie durant la guerre de libération nationale. L'Algérie a toujours eu des positions remarquables et a toujours soutenu l'Inde sur la scène internationale. Ces liens historiques ont contribué à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Et je vous le disais au début de cette édition, retour à la commémoration des massacres de Sarayed Sidi Youssef. Sarayed Sidi Youssef, un petit bourg situé tout près de la frontière algéro-tunisienne, un peu plus de 40 km de Soukharas, et un jet de pierre de la commune de Hidada, qui relève actuellement de la wilaya de Soukharas, ce village constituait un refuge idéal pour les moudjahidines algériens. Le village tunisien était devenu dès lors une cible permanente des forces de l'occupation française qui l'ont pilonné en représailles à ses habitants que la France coloniale entendait punir pour leur solidarité et leur soutien à la révolution algérienne. À Soukharas, un colloque a été consacré à la commémoration de ces tragiques événements. Sadaq Bouraoui. En marge de la célébration du 67e anniversaire de la commémoration des événements de Sarayed Sidi Youssef, bombardé le 8 février 1956 par la France coloniale, les parlementaires des deux chambres de la base de l'Est, Soukharas et Tarf, ont organisé au niveau de la salle Miloud Tahri, située au chef-lieu de la wilaya, un colloque sur l'histoire de l'événement en question qui a été clôturé par une déclaration de condamnation envers les parlementaires français qui se sont permis de toucher par leurs propos malveillants la souveraineté nationale. Dr Fawzi Ben Jaballah, député de la wilaya de Soukharas, nous dit: Nous, en tant que génération d'indépendance, on est toujours lié à notre histoire honorifique pour l'Algérie. Cette occasion nous permet de faire un communiqué qui va transmettre notre refus des annonces qui ont été dernièrement annoncées par les représentants de l'extrême droite, des parlementaires français surtout, et aussi toute intervention française qui veulent être impliquée dans notre politique nationale et qui, pour nous, c'est une atteinte à notre souveraineté nationale, et on refuse toute action française ou toute intervention française sur notre souveraineté. On dira enfin que l'occasion était propice pour la génération et de l'indépendance et celle qui a vécu la guerre de libération présente à cet événement pour commémorer ensemble cette partie de notre glorieuse histoire. De Soukharas, Sadq Bouraoui pour Algéchan 3. Et à propos des relations algéro-françaises, retour à présent sur l'entretien accordé par le président de la République Abdelmajid Tebboune au journal français L'Opinion, focus sur le discours de l'extrême droite et l'instrumentalisation des accords de 1968. Kalima Hasnaoui. L'instrumentalisation faite par la France des accords de 1968 est une coquille vide pour rallier les extrémistes comme du temps de Pierre Poujade. Abdelmajid Tebboune a affirmé que le dossier de la décontamination des sites nucléaires est obligatoire sur les plans humain, moral, politique et militaire. Questionné s'il était disposé à reprendre le dialogue, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a répondu qu'il y aura dialogue s'il y a des déclarations politiques fortes. Avant de poursuivre, ce n'est pas à moi de les faire. Pour moi, la République française, c'est d'abord son président. Il y a des intellectuels et des hommes politiques que nous respectons en France, comme Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal et Dominique de Villepin, qui a bonne presse dans tout le monde arabe parce qu'il représente une certaine France qui avait son poids. La justice française, pour rappel, a annulé une décision concernant l'expulsion d'un influenceur algérien. Saisi en urgence, le tribunal de Melun, près de Paris, a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de 3 mois et de lui délivrer entre-temps une autorisation provisoire de séjour. Dans un entretien accordé au journal Massa, l'historien Benjamin Stora est revenu sur le travail de la commission mixte algéro-française sur l'histoire et la mémoire qui préside du côté français. L'historien a mis en avant l'importance qu'accorde le président de la République Abdelmajid Tebboune au dossier mémorial, rappelant qu'il était l'initiateur de la création de cette commission mixte. Benjamin Stora s'est également exprimé sur la question de la décontamination des sites et des explosions qui figurent, dit-il, dans le rapport qu'il a soumis en 2021 au président français Emmanuel Macron. La France officielle n'a toujours pas répondu à cette demande que l'historien français considère comme un enjeu central dans la relation algéro-française. Stora a par ailleurs réagi aux déclarations de Boualem Sansal qui a remis en cause l'intérêt
l'intégrité territoriale de l'Algérie en qualifiant les allégations de Sansal sur les frontières ouest de l'Algérie d'aberration. Il a rappelé que les régions évoquées sont algériennes depuis de longs siècles. Benjamin Stora a également appelé les autorités françaises à revenir à la légalité internationale dans leur position en faveur du plan d'autonomie dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, assurant que c'est la seule voie pour un retour à la normale des relations algéro-françaises. Il appartient, dit-il, aux autorités françaises simplement de revenir à la légalité internationale qui reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Transition toute faite justement pour parler des représentants de l'ONG danoise Global Action, solidaire de la cause sahraoui et dont le siège est basé à Copenhague. Elle a été l'ONG où le siège a été attaqué par les services du Marzen marocain. Les représentants de cette ONG ont animé ce matin une conférence de presse au siège de l'ambassade de la République sahraoui à Alger. L'ONG dénonce le saccage de leur siège à Copenhague. Cette ONG qui sera, pour la précision, à partir d'aujourd'hui dans les camps de réfugiés sahraouis pour s'enquérir des conditions de vie des Sahraouis. On écoute Nicolas Nurop-Banten, membre de l'organisation Global Action, au micro de Smaïl Mimouni. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, les locaux de Global Action ont été attaqués par un cocktail Molotov qui a détruit les locaux qui se trouvent au rez-de-chaussée et l'ensemble des choses qui se trouvaient à l'intérieur. La police danoise a arrêté 2 individus. L'enquête se poursuit. Il y a forte suspicion que ces derniers ont été payés par le Marzen pour accomplir ces actes indignes. Nous sommes extrêmement satisfaits de l'action de la police danoise qui a arrêté ces 2 personnes. Nous poursuivrons notre soutien à la cause du Sahara occidental. Aujourd'hui, nous allons visiter le camp des réfugiés sahraouis. Nous allons enregistrer sur place des vidéos et parler avec les victimes des mines antipersonnelles et mener aussi des campagnes de soutien aux enfants sahraouis. Nous sommes aussi touchés par le soutien inconditionnel du gouvernement et du peuple algérien pour cette cause juste. Et de son côté, l'ambassadeur de la race d'Alger, Abdelkader Taleb Omar, salue le courage de cette ONG. Toujours au micro de Smaïl Mimouni. L'action de l'ONG est un geste très fort. Ils ont décidé de venir ici et de dénoncer et même de mettre à nu les manières indignes du Marzen qui est derrière cette attaque. Ils vont visiter aussi aujourd'hui les camps des réfugiés sahraouis et aussi ils vont prendre d'autres mesures et ils vont entamer d'autres actions plus courageuses pour exprimer leur soutien à notre cause. Ils vont rencontrer nos concitoyens, des jeunes, des femmes, et ils vont visiter les différentes institutions. Ils retourneront après chez eux et ils vont porter la voix de notre peuple devant leur gouvernement et devant le monde entier, ce qui est bénéfique pour le peuple du Sahara occidental, notamment sur le plan juridique en Europe surtout, et cela démontrera plus les dépassements du Marzen. La Cour pénale internationale, la CPI, a vivement condamné ce vendredi les sanctions prises à son encontre par Washington, le président américain Donald Trump, qui reproche à la CPI d'avoir mené, je cite, des actions illégales, a signé un décret interdisant notamment l'entrée aux États-Unis et à ses dirigeants. L'entrée aux États-Unis à ses dirigeants, employés et agents et qui prévoit de geler tous leurs avoirs détenus dans ce pays. Dans un communiqué, la CPI basée à La Haye condamne ce décret qui vise à imposer des sanctions à ses fonctionnaires et à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial. Fin de citation. De son côté, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réitéré le soutien indéfectible et la solidarité de son pays avec le peuple palestinien, affirmant que Pretoria ne ménagera aucun effort pour défendre les droits légitimes des Palestiniens consacrés par les chartes et les lois onusiennes. Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de 2025 au Cap, Ramaphosa a souligné que l'Afrique du Sud avait agi conformément à ses obligations au titre de la Convention sur le génocide en déposant une plainte contre l'entité sioniste auprès de la Cour internationale de justice. Pendant ce temps, les forces d'occupation sionistes poursuivent pour la 18e journée consécutive leurs agressions contre la ville de Jenin et son camp en Cisjordanie occupé, faisant plusieurs martyrs et des blessés. Environ 90% des habitants du camp ont été forcés de fuir, se réfugiant dans 39 villages et villes de la province de Jenin. On fait le point avec Najat Abou-Rotna. Elle est membre de l'association de défense au camp de Jenin, défense des femmes au camp de Jenin, contactée par Karima Hasnaoui.
Notre opération vers les camps de réfugiés qui sont en Cisjordanie, dans toutes les régions. Ça fait plus de 18 jours qu'ils sont toujours là dans le camp de réfugiés de Jenin. Ils ont expulsé tous les habitants du camp. Ils sont toujours là à manipuler et à planifier pour rendre le camp de réfugiés invivable. Et ils veulent effacer le mot refuge de la carte et les réfugiés aussi de la Palestine et éliminer et effacer aussi le droit de retour de tous les réfugiés dans leur village natal. Et le mouvement de boycott BDS Maroc dénonce dans un communiqué la répression exercée par les autorités marocaines qui utilisent poursuites, arrestations et procès pour faire taire la voix des militants contre la normalisation et pour bloquer le travail de l'opposition aux politiques de l'autorité au Maroc. Et dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, un échange de prisonniers aura lieu demain samedi. Les brigades Al-Qassam, le bras armé de la résistance palestinienne, viennent de dévoiler la liste de 3 noms de prisonniers de guerre devant être libérés demain matin. De son côté, l'occupation a annoncé la libération de 183 détenus palestiniens demain samedi. Le risque d'escalade de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo n'a jamais été aussi élevé, souligne depuis Genève le chef des droits de l'homme de l'ONU Volker Turk. Réunie en session extraordinaire, cette instance onusienne doit décider si elle lance une mission internationale chargée d'examiner les exactions commises dans l'Est de la RDC, région en proie à une fulgurante offensive du groupe armé M23. L'Algérie se dit profondément préoccupée par la reprise du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo et appelle à la retenue et à la désescalade dans la perspective de permettre la reprise du dialogue. Des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales ont procédé à une opération de sauvetage et d'évacuation au nord-est de Cap Djenet, dans la wilaya de Boumerdes, de 15 candidats à l'immigration clandestine originaires de Somalie et du Soudan du Sud, indique aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale. Une opération menée dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales relatives au sauvetage de vies humaines en mer. Les rescapés ont été embarqués, dirigés vers le port de Délice, toujours à Boumerdes, où ils ont été pris en charge et transférés vers l'hôpital de Délice pour recevoir les soins nécessaires. Taïb Zitouni a annoncé des nouveautés pour l'année en cours. Son département, le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, a annoncé donc une révision globale du cadre législatif et réglementaire de la pratique commerciale, en promulguant notamment de nouvelles lois. Zitouni s'exprimait lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification à l'APN, à Malazib. Les textes concernent la protection du consommateur, la qualité des produits et services, leur sécurité, le contrôle et la modalité selon la conformité des produits importés via les frontières. Comment le ministère compte réguler donc le marché national? La régulation doit passer par la mise en place d'un plan national d'urbanisme commercial, l'élargissement des investissements dans les grandes surfaces et les espaces commerciaux, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route nationale qui va permettre une exploitation optimale des espaces commerciaux existants mais non exploités, tout en intégrant les intervenants du commerce parallèle dans le tissu commercial officiel. Selon le ministre, 2025 sera marqué par la relance de la société de réalisation et de gestion des marchés de gros, qui dispose actuellement de 9 marchés régionaux de fruits et légumes, tout en consacrant un plan de modernisation et de développement des activités afin de renforcer l'approvisionnement et la régulation du marché national. Aussi, le plan ministériel annuel prévoit la poursuite des efforts de modernisation des modes de gestion, de numérisation des procédures au sein des services extérieurs sous tutelle et le renforcement de la qualité et l'efficacité des décisions au niveau central et local. Le ministre a également affirmé l'importance de l'approche participative adoptée par son secteur et l'occasion pour le ministre de mettre en avant le rôle du secteur privé dans le développement du réseau de commercialisation, de distribution, de moralisation de l'activité commerciale dans la concrétisation des investissements. Toujours selon le ministre, l'année en cours verra le lancement des partenariats économiques prometteurs avec des investisseurs étrangers pour créer des bases commerciales et des grands centres de distribution à même d'éliminer définitivement les éventuelles anomalies en matière de distribution des produits agricoles et de consommation, assurant leur accès direct aux consommateurs sans obstacles ni intermédiaires illégaux. Tout autre chose, on va parler de microclub de l'USTHB, l'un des tout premiers clubs scientifiques en Algérie, qui a lancé un hackathon dédié au développement des solutions en rapport avec la logistique. Une dizaine d'équipes d'étudiants venus des 4 coins du pays tentent de développer des solutions innovantes pour répondre à ce besoin tout au long des 72 heures du hackathon. Sami Aloun.
Le hackathon Tatouir vise à pousser les jeunes étudiants venus de différentes universités du pays à s'exercer et à développer des solutions en rapport avec la thématique de la logistique. 72 € total pour aboutir à un prototype final qui sera présenté à la fin de l'événement. Rania Trash, étudiante en deuxième année informatique à l'USTHB, membre du club organisateur de l'événement Microclub. Un hackathon, un événement qui permet aux jeunes étudiants, aux participants, c'est souvent des jeunes étudiants qui seront justement confrontés à une problématique et ils auront 3 jours et 2 nuitées pour justement pouvoir développer cette solution-là, essayer de trouver les points clés de la problématique et de justement la développer. Les participants, quelques-uns fatigués mais restent dynamiques et poursuivent le développement au sein du Hacking Space. Toutes les équipes sont en face de leur laptop et ordinateur. Oussama Abdelraouf Attiya, étudiant en 3e année à l'École nationale d'informatique. Premièrement, on va rechercher tout ce qui est solution offerte, tout ce qui est solution disponible pour le moment et on va l'analyser, critiquer. Ensuite, on va proposer une solution qui va utiliser presque tout ce qui est IA, tout ce qui est intelligence artificielle, research, la recherche. Ensuite, le développement, c'est développer la solution et conceptualiser la solution. Un événement qui s'achèvera demain. La fin du hackathon verra également la présence d'experts du domaine ainsi que des investisseurs qui s'intéresseront aux innovations les plus originales tout en encourageant les étudiants qui participent à l'événement. Voilà, on arrive à la fin de ce journal, 19h20. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja qui était à la réalisation, Krimou à la technique. Merci aussi à Houssine à la régie et à Monique qui est au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Premier flash, rendez-vous à 20h, premier flash de la soirée. Rendez-vous avec Nesrine Dahmoun. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles.